Fin d'année dernière, un projet de loi avait suscité beaucoup de réactions car il visait à contrôler plus durement les appellations des étiquettes des produits végétariens, végétaliens et véganes. Notamment en considérant comme frauduleux toute utilisation des termes, entre autres, fromage, lait ou steak. Ceci sera un format audio condensé d'un article que j'ai écrit et disponible sur www.the-cut.com, tous les liens dans la description. 俺を見ていてくれ。 L'agent de recensement Crédoc a établi que 80% des repas pris par un Français se faisaient à plusieurs. Même s'il y a plein de raisons pour manger seul, dans une grande partie des cas, manger se fait en communauté. Comme toute communauté, elle suit des codes, des conventions sociales et est sujet aux mœurs et à leurs évolutions. Ces communautés de repas s'organisent autour de critères communs, des spécificités de repas, à leur organisation et la nature des aliments. Naturellement, les mœurs évoluent. Nos grands-parents ne mangeaient pas de la même manière que nous, comme nous ne mangerons pas comme les futures générations. Et ce, d'autant plus avec l'avènement des régimes alternatifs, du sans gluten au bio, du végétarien au vegan. Jean-Pierre Poulain, sociologue français, a théorisé en 2002 l'espace social alimentaire. Il concerne les mangeurs humains et délimite en espace les différentes contraintes qui s'appliquent aux mangeurs. Il présente ainsi 4 contraintes, biologiques, culturelles, économiques et sociales. Les contraintes sociales, appelées espaces des habitudes, régissent les repas. Par leur forme, le contexte et le nombre de prises, leur organisation, le temps alloué à la préparation et consommation des repas, et leur modalité de consommation, l'utilisation des couverts et récipients précis. Il parlera aussi des mœurs de consommation, qui s'adaptent à chaque culture. En France, grossièrement, une assiette est constituée d'une viande et de sa sauce, d'un féculent et d'un légume vert, chacun à hauteur de 1% de l'assiette. En partant de cette théorie, je me suis interrogé sur les conséquences de modification des habitudes ou des mœurs établies dans un groupe social. Beaucoup de contextes pouvant être perçus comme non adaptés à certaines personnes ayant des régimes alternatifs pouvaient se voir excluants au nom des règles de convention sociale ou de bienséance qui poussent un groupe à partager le même repas. En hiver, quand le repas tourne autour de fromage fondu en raclette ou en tartiflette, hors de question de servir à son pote une salade verte quand tout le monde attaque la dernière assiette de charcuterie. Entre autres pour ces raisons que les personnes ayant des régimes alternatifs utilisent des substituts. Juste pour être clair, on appelle substitut un aliment qui vient en imiter un autre. Par exemple, pour les personnes qui ne consomment pas de produits d'origine animale, il existe un substitut pour chaque famille d'ingrédients. Pour la viande, pour le fromage, pour le lait, pour la crème, pour tout. Pour être clair, je vais présenter ça sous l'exemple de la viande. Un substitut à la viande sera quelque chose à base de soja, de blé ou d'un mix de céréales qui vient imiter la forme et sera aromatisé. Il conserve la façon d'être cuisiné, le rôle nutritif et surtout les fonctions alimentaires. On appelle fonction alimentaire le ou les rôles de chaque ingrédient dans une préparation ou recette. Par exemple, pour un œuf, le jaune a une fonction culinaire de liant et de colorant, là où l'albumène, le blanc, aura une fonction culinaire de levant. L'objectif, c'est tout simplement de réduire l'écart de consommation au sein d'un même groupe social et que même si on ne partage pas les mêmes produits, qu'on puisse partager le même repas de manière visuelle et surtout qu'on garde les mêmes rythmes de préparation et de consommation. Par exemple, pour une saucisse végétale, elle sera consommée et préparée exactement de la même façon qu'une chipolata ou qu'une merguez ou n'importe quelle autre pièce de viande. Un substitut existe donc plus en tant qu'alternative que de produit en soi, parce que si le produit initial n'existait pas, on n'aurait aucun besoin de le substituer et on aurait juste fait autre chose. Pour l'identifier comme tel, on se base sur plein de critères, par exemple sur la nature du lieu de vente, le lieu dans le point de vente, le visuel, le packaging, mais aussi l'appellation. Et puisque le projet de loi s'attaque principalement aux appellations mais pas aux autres points, c'est sur cela que je vais m'intéresser. Le nom du produit, je pense, doit pouvoir renvoyer directement au produit limité, au mieux pour ne pas créer des barrières de consommation supplémentaires à ces produits et à ne pas empêcher la découverte de ces produits aux personnes néophytes, aux personnes qui ne connaissent pas tout l'univers de ces produits, pour pouvoir les implanter dans leur quotidien, pour pouvoir découvrir de nouveaux produits et pour pouvoir changer leur mode de consommation. En conclusion, manger est un acte social. Il crée des communautés qui se forment autour de mœurs. Les groupes sociaux sont impactés par le changement d'habitude. Le fait d'exclure les produits d'origine animale tend d'une part à diviser certains groupes et à en créer d'autres. Pour cela, substituer un aliment par un substitut qui l'imite aide à maintenir un lien social fort au sein des communautés primaires. Pour que ces substituts soient utilisés, ils ont besoin d'être identifiables, et ce, notamment par leurs appellations.